Bonjour Julie Birman. Bonjour Patrick. Vous êtes autrice de bande dessinée. Ben voilà, ça y est, c'est le grand rendez-vous de la bande dessinée, le Salon d'Angoulême. C'est le grand rendez-vous. Pourquoi, j'allais dire, pour vous, évidemment, on va parler de vos derniers livres sur Dali avant Gala, mais pourquoi c'est si important comme ça de retrouver le public, de faire des dédicaces, de vivre avec les lecteurs ? Angoulême, c'est pour nous les auteurs le moyen de nous retrouver tout simplement parce que les auteurs, c'est un petit peu des solitaires dans leur petit atelier. Et là, on est tous ensemble et on dîne ensemble et on voit notre public aussi. Oui, alors le public, ça fait du bien comme ça, les renvois comme ça, c'est quoi le dialogue ? En fait, oui, on a des retours de lecture, les gens sont enthousiastes, c'est chouette. Ouais, là, vous voyez, je disais à l'instant, ça, on en montrera d'autres. Hein. Ça, c'est donc Dali avant Gala, ce premier volume avec Clément Aubrerie, qui est extraordinaire dessinateur avec vous, qui avait remporté le succès. Vous avez eu le prix RTL, le prix du magazine Lire. Et donc là, vous nous racontez Dali. Et là, c'est un Dali jeune qu'on découvre. Oui. En fait, Dali est mort il y a assez longtemps maintenant, et puis il est né surtout en 1905, et pourtant tout le monde en parle encore. Il y a un film sur Dali qui est en train de sortir, et surtout tout le monde connaît Dali, même au fin fond de l'Australie. Et ça, c'est sa grande victoire. Il a réussi à être immortel, alors qu'il partait de très loin, puisqu'il vient d'une petite ville de province en Catalogne, à Figueras, et il a réussi à avoir cette notoriété incroyable à devenir quasi immortel. Oui. Alors vous le racontez, on voit là les planches qui défilent. Hein. Vous nous racontez un Dali avant Gala, avant qu'il rencontre cette femme qui va être un tournant dans sa vie en fait. Oui, alors avant de rencontrer Gala, c'est quelqu'un qui est terrorisé par tout et en particulier par l'amour. Dali, jusqu'à 25 ans, va rester puceau. Et il ne serait sans doute jamais devenu Dali s'il n'avait pas rencontré ses grands copains, qui sont le poète Federico García Lorca et le futur grand cinéaste Luis Buñuel. Alors on peut se dire que Buñuel et Dali, ce sont des personnalités totalement opposées, mais en fait ils étaient fusionnels, c'était une grande amitié qui a volé en éclats, et c'est aussi ce qu'on raconte dans cette série. Oui. Est-ce qu'il y a déjà, on va dire, une sorte de folie géniale, créatrice déjà, qui émerge chez Dali ? Alors Dali, c'est un grand introverti. Et justement, avec ses copains, il va sortir de sa gangue. Et c'est ce qu'on raconte. Et c'est ça qui était assez amusant à essayer d'inventer à partir d'éléments qu'on trouve dans des sources de souvenirs, dans les tableaux, dans surtout un livre génial que Dali a écrit qui s'appelle « La vie secrète de Salvador Dali ». Et c'est ça vraiment qui m'a donné l'envie de plonger et d'écrire une bande dessinée sur Dali parce qu'il s'exprime avec une franchise extraordinaire et il montre à quel point il est un personnage de BD, un Buster Keaton catalan. Et c'était ça, en fait, la gageure, c'était d'essayer de raconter ce clown introverti, génial, surdoué et totalement terrifié par la vie. Oui, il faut vraiment lire, regarder aussi, voilà, parce que c'est les deux une BD. Hein. Dali avant Gala, hein, c'est publié chez Dargaud avec ses dessins de Clément Aubrerie. C'est incroyable parce que oui, vous avez une passion, on va dire, pour les peintres, parce que voilà, vous nous aviez régalé avec Pablo, vous nous aviez aussi régalé avec une danseuse Isadora, vous voyez, je vous montre quelques-unes de vos œuvres pour lesquelles vous avez donc été multi-récompensé. Tiens, Pablo, pourquoi, alors avant Dali, évidemment, il y avait Picasso. Et là aussi, on a découvert en plusieurs volumes un personnage étonnant que peut faire vivre grâce à la bande dessinée. Oui, alors en fait, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de raconter ce qu'il y avait derrière le mythe. Pour Picasso, il se trouve que moi, je suis née à Pigalle et que en me promenant dans Montmartre, je me suis rendu compte que Picasso, en fait, était né d'une certaine façon ici, qu'il avait 19 ans quand il était arrivé à Paris, qu'il parlait pas français. Et je me suis demandé comment il était devenu Picasso. Comment, en 7 ans, il avait révolutionné l'histoire de l'art, alors que c'était un type de 19 ans qui connaissait lui encore rien. Et comment est-ce qu'il était devenu lui-même cette espèce de génie de centaure dévorant, enfin de minotaure dévorant les femmes. Et en fait, j'ai découvert ça en travaillant, c'était grâce à ses grands amis aussi qu'il a rencontrés. Donc ça aussi, c'est un point commun. Des poètes, et parfois c'était Max tragique, Jacob. de manière tragique, oui. Oui, alors, c'était passionnel.
Donc avec Max Jacob, c'était une grande histoire d'amour avortée parce que Max Jacob était fou amoureux de Picasso. Il y a eu Apollinaire où ils ont été dans une amitié aussi très fusionnelle. À chaque fois, Picasso, il suce la sève de ses amis et puis une fois qu'il a bien tout pompé, il va prendre une autre victime. Et puis donc voilà. Picasso, c'était une grande aventure aussi. Et Dali, c'est 20 ans après. Et c'est aussi un Catalan qui arrive à Paris pour conquérir Paris. Oui. Donc il y a aussi cette histoire. C'est ça qui vous plaît, oui. Des métèques qui commencent par. Qui n'ont rien et qui auraient dû crever la faim comme la plupart de nous autres artistes. Et qui, par. On ne sait pas comment. Et justement, c'est ça l'enquête que fait le scénariste. On ne sait pas comment ils vont réussir en fait à exploser. Oui, Voilà. vous arrivez à percer comme ça, grâce finalement à la bande dessinée, le mystère de la création, ce qui fait des génies comme ça qui arrivent et au fond deviennent après ce qu'ils sont devenus. Alors moi, j'ai une grande dévotion pour le dessin. Je sais absolument pas dessiner. Là, les BD dont vous parlez, je les ai toutes faites avec Clément Aubrerie. Donc, sans dessinateur, un scénariste de BD, c'est comme un compositeur sans orchestre. Et donc, lui, il a vraiment aussi ce pouvoir d'évocation. Et il est passionné par Paris aussi. On voit les décors, pardon. Voilà, les décors. Il fait des décors de Paris, c'est voilà, très beau. Recréer le Paris de la grande époque. Hein. Et par exemple, pour le bateau lavoir ou pour tous les décors de Paris, il y a aussi cette chose que permet la bande dessinée, c'est de réinventer des décors disparus. Le bateau lavoir a brûlé, par exemple. Donc on peut reconstruire un Paris qui n'est plus visible. Oui, tiens, encore... décidément, vous en avez fait. Ça, c'est encore... Parce qu'on veut vraiment saluer, parce que c'est formidable ce que vous faites, Julie Birman, Isadora, toujours avec Clément Aubrerie. Là, ta personnage féminin, là, enfin, j'allais presque dire. Alors là, c'est une danseuse. Là aussi, c'est un destin incroyable. Hein. Alors, juste pour revenir sur le personnage féminin, moi j'ai commencé par les femmes. J'ai commencé la bande dessinée avec Catherine Meurice et c'était des portraits de femmes drôles. Et parce que je me posais cette question, c'était comment est-ce qu'on pouvait exister dans la vie sans se couler dans un moule, en restant une herbe folle. Et en fait, d'une certaine façon, Pablo, ça poursuit ça parce que l'histoire est racontée par Fernande. Et ça a été aussi le point de départ. Fernande, c'était le premier amour de Picasso. Et elle a été totalement rayée de l'histoire. Et ça aussi, c'est parce que Picasso ne voulait pas qu'on sache qu'il avait été misérable, qu'il avait eu une période de déprime. Il ne voulait pas vraiment qu'on sache la vérité. Il voulait créer son mythe. Son mythe, c'était qu'il soit sorti tout armé de la tête de la peinture moderne. Et il ne voulait pas raconter ses errements. Et donc, c'est par la femme, d'une certaine façon, qu'on raconte Picasso. Oui. Et une petite parenthèse, c'est magnifique parce que vous commencez là d'une sorte de flashback et on voit cette vieille femme là, place du Tertre, qu'à la limite personne ne pourrait la remarquer et qui va d'un coup nous raconter d'où elle vient, ce qu'elle a vécu et d'une certaine façon, il y a une image où elle s'envole comme ça. Oui, c'est le fantôme de Montmartre. Donc, comme je vous disais, c'est là où je suis née. Et donc, c'est un quartier qui est envahi par les touristes, certes. Mais si on se lève tôt, il y a pas mal de fantômes, en fait, qui planent au-dessus de la place du Tertre. Oui. Et donc, Isadora... Voilà, non, là, c'est pas un fantôme, Isadora. Elle a bien existé. Hein. Alors, Isadora Duncan, elle a aussi été à Paris et elle a aussi révolutionné la scène, enfin la scène artistique, la scène de la danse, parce que justement, elle apporte l'improvisation et elle s'inspire beaucoup des Grecs. Et elle a une vie aussi totalement tragique parce que c'est à Paris, d'ailleurs, que ça se passe. Elle va perdre ses enfants qui vont... la voiture, le frein ne marche pas. Le mécanicien est en train de remonter la manivelle et les freins lâchent et la voiture va tomber du pont dans l'eau et ses enfants vont se noyer. Donc, c'est un truc atroce. Et après, elle ne fait que essayer de trouver une raison de vivre et de danser après cette tragédie. Oui, avec parfois du parfum de scandale. Et ça revient, alors, c'est une femme libre au fond, quelque part. C'est une femme libre qui aimait l'amour et les amants plus jeunes qu'elle, notamment le jeune poète Serge Essénine. Et elle va être invitée à Moscou pour faire une école de danse. Alors elle s'imagine que le communisme, elle est dans l'utopie du communisme. Et elle va se rendre à Moscou en 1921, juste...
à la fin de la guerre civile et elle va découvrir la vérité sur le communisme. Et sa grande école, en fait, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Et elle croyait qu'elle allait apporter la liberté du corps aux Russes et elle va se rendre compte de la réalité. Mais elle va tomber éperdument amoureuse d'un grand poète, suicidaire et alcoolique, mais néanmoins génial, qui s'appelle Serge Essénine. Oui. Ça vous passionne, ce sont des destins romanesques, finalement oui. empruntés de la vraie vie. Bah oui, c'est Et là, la bande dessinée, vous dites, on va la représenter, on va la raconter, on a plus de liberté peut-être qu'aucun autre moyen d'expression. La bande dessinée, c'est extraordinaire. Bah, les dessinateurs disent que ça coûte beaucoup moins cher que des décors de films. Ça, c'est vrai. Oui. Mais vous aimez recréer comme ça un monde, vous dire, au fond, on va essayer de découvrir qui était derrière ces personnages incroyables. Oui, et ce qui est fabuleux pour le scénariste dans la bande dessinée, c'est qu'en fait, c'est l'immédiateté par rapport à un roman. C'est-à-dire qu'on ouvre et immédiatement, on est dans l'univers. Et donc, voilà, moi, c'est vrai que je suis amoureuse du dessin depuis toujours. Donc, à chaque fois qu'une BD sort dont j'ai écrit l'histoire, je trouve ça merveilleux. Mais Oui, moi aussi. Hein. Regardez, voilà, Pablo. Regardez, non mais c'est magnifique. Regardez les représentations. Ça va évidemment vous avoir beaucoup de dédicaces pendant tout le week-end. Il va falloir vous exercer au Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Je vous conseille Dali. Dernière sortie de cette formidable autrice qui est Julie Birman. Bah alors, bon séjour à Angoulême, bon festival de la bande dessinée, Julie. merci Patrick. Et à bientôt.